Paris, un matin lourd de silence. Devant une église discrète, loin des projecteurs et des foules hystériques d'autrefois, il n'y a ni tapis rouge ni applaudissements. Seulement des fleurs blanches, quelques visages figés et une question qui traverse tout un pays. Lorsqu'une légende s'éteint, que reste-t-il pour ceux qui l'ont aimée et pour celui qu'elle a laissé derrière elle? Son nom a incarné la liberté, le désir, la provocation. Brigitte Bardot, icône absolue du cinéma français, femme adorée, contestée, mythifiée. Pendant des décennies, elle a occupé l'espace public comme peu d'autres. Mais face au cercueil fermé, les titres, les films et la gloire ne pèsent plus rien. À cet instant précis, il n'y a plus de mythe, il n'y a qu'un fils. Un homme resté dans l'ombre toute sa vie, un nom rarement prononcé, presque effacé de la légende maternelle, Nicolas Charrier. Les caméras saisissent un moment fugitif, les épaules qui tremblent, le regard qui se baisse, l'émotion contenue qui cède, sans cri, sans mots. Ce n'est pas le chagrin d'un pays, c'est celui d'un enfant devenu adulte, face à une mère qui n'a jamais vraiment occupé la place que l'on attendait d'elle. La France est sur le choc, pas seulement parce qu'une icône disparaît, mais parce qu'une question longtemps évitée surgit enfin au grand jour. Que s'est-il réellement passé entre Brigitte Bardot et son fils unique? La célébrité est-elle une bénédiction ou une condamnation pour les enfants de ceux que le monde idolâtre? Et au dernier adieu, les silences peuvent-ils encore être réparés? Avant que le silence ne s'impose, Brigitte Bardot a incarné une déflagration culturelle. Dans la France de l'après-guerre, encore marquée par la retenue et les codes, elle surgit comme une évidence nouvelle. Un corps libre, un regard sans soumission, une façon d'être qui rompt avec l'image docile attendue des actrices. En 1956, Et Dieu créa la femme ne fait pas couvrir une carrière, il impose un symbole. Bardot devient un langage, une promesse d'émancipation que la société projette sur elle, parfois malgré elle. La décennie suivante amplifie le phénomène. Les films s'enchaînent, les tournages se multiplient, les couvertures de magazines saturent l'espace public. Le nom bébé dépasse la personne. Il devient une marque émotionnelle, un mythe vivant. On admire, on imite, on commente, chaque geste est interprété, chaque silence est scruté. L'actrice, elle, avance à grande vitesse, portée par une machine médiatique qui ne ralentit jamais. La gloire offre la liberté financière et l'adoration, elle retire la tranquillité et la normalité. Dans cette construction collective, l'idée d'un bonheur évident s'impose. Une star au sommet, aimée du monde entier, semble naturellement comblée. La réalité est plus complexe. Bardot vit sous tension. Les relations se succèdent et s'épuisent, les mariages se défont, la pression est constante. Elle confiera plus tard avoir vécu cette période comme une dépossession. Son image appartient au public, son intimité n'est plus un refuge. La célébrité devient une cage dorée. C'est dans ce contexte que la maternité entre dans sa vie. Aux yeux de l'époque, rien ne paraît plus logique. Une femme célèbre, un enfant, la promesse d'un équilibre. Mais cette lecture relève d'une norme sociale, pas d'un désir personnel. Bardot n'a jamais prétendu incarner l'idéal maternel. Elle ressent la grossesse et la maternité comme une contrainte, une perte de contrôle. Cette dissonance, elle la vit seule. La société, elle, n'est pas prête à l'entendre. Pendant que le public continue de célébrer l'icône, l'enfant grandit loin des projecteurs. Nicolas Charrier n'est pas élevé dans le tumulte médiatique. Son quotidien se déroule à distance de l'image flamboyante de sa mère. La stabilité est assurée par le père. La mère, elle, est absente, physiquement et affectivement. Les rencontres sont rares, les liens ténus. Le contraste est saisissant. La femme la plus photographiée de France demeure une figure lointaine pour son propre fils. La presse, à cette époque, préfère nourrir le récit dominant. On parle de succès, de beauté, de liberté. La dimension familiale reste périphérique, presque décorative. Ce silence médiatique participe à la construction d'un malentendu durable. La gloire occupe tout l'espace, elle masque les fragilités, elle efface les zones d'ombre. Et l'enfant, invisible, devient une absence dans le récit officiel. À la fin des années 1960, l'usure se fait sentir. Bardot exprime son ras-le-bol. Elle se retire progressivement, cherchant un refuge loin de Paris. Le Sud devient un havre. À Saint-Tropez, elle tente de reprendre possession de son temps, de son corps, de son silence. Cette retraite partielle n'est pas un retour vers la famille, c'est une fuite.
une manière de survivre à une célébrité devenue envahissante. En 1973, la décision est radicale. Bardot quitte définitivement le cinéma. À l'âge où beaucoup consolident leur carrière, elle choisit la disparition. Pour le public, le choc est immense. Pour elle, c'est une délivrance. Elle explique vouloir se sauver, échapper à un système qui l'a façonné sans lui laisser de répit. Ce départ renforce paradoxalement le mythe. L'icône absente fascine plus encore. Mais cette nouvelle vie ne comble pas les vides anciens. Peu à peu, Bardot se consacre entièrement à la cause animale. Ce combat devient son axe central. Il lui offre une raison d'être, une structure, une colère utile. Il s'y investit avec une rigueur inflexible. Le monde découvre une militante intransigeante, parfois dérangeante. Cette reconversion redéfinit son image publique, mais elle n'efface pas les fractures intimes. Le lien avec son fils demeure distant, presque figé. Les années passent. Bardot reste une figure nationale. Son nom continue de susciter admiration et controverse. Nicolas, lui, choisit l'ombre. Il refuse d'exister par le prisme de sa mère. Il construit sa vie loin des médias, loin des récits spectaculaires. Cette discrétion est un choix, mais aussi une protection. Elle permet d'échapper à une comparaison impossible. Comment se définir quand on porte un nom aussi lourd? Ainsi se dessine l'héritage de la gloire, un héritage ambivalent. Pour la mère, la célébrité a été une arme de libération autant qu'une source d'aliénation. Pour le fils, elle a été une présence écrasante et paradoxalement absente. La lumière qui a fait de Brigitte Bardot une légende a projeté des ombres durables sur sa vie familiale. Derrière l'image d'une existence exceptionnelle se cache déjà la fragilité d'un lien jamais consolidé. Cette tension silencieuse prépare la suite, car lorsque la gloire s'efface, lorsque le temps impose ses comptes, ce sont ces absences-là qui refont surface. Et l'héritage, loin d'être seulement matériel ou symbolique, devient profondément émotionnel. La fissure ne surgit pas dans le fracas. Elle se creuse lentement, à mesure que le temps passe et que les occasions manquées s'accumulent. Dans l'histoire de Brigitte Bardot, la rupture familiale n'est ni spectaculaire ni violente. Elle est diffuse, persistante, presque invisible. Et pourtant, elle façonne durablement le destin de ceux qui en sont les témoins directs. Au début des années 1960, Bardot est au sommet de sa notoriété. Chaque apparition déclenche une agitation médiatique immédiate. La presse la décrit comme une femme libre, affranchie des normes, incarnation d'un nouveau rapport au corps et au désir. Mais cette liberté célébrée a un revers. Elle exige une disponibilité totale à l'image publique. Le moindre geste intime devient un objet de commentaire. Dans ce contexte, la maternité ne trouve pas sa place. Elle n'est pas intégrée au récit glorieux que la société construit autour de l'icône. Bardot elle-même ne tente pas de masquer son malaise. Elle évoque sans détour son sentiment d'enfermement, son incapacité à se projeter dans le rôle maternel tel qu'on l'attend d'elle. À une époque où la parole des femmes est encore largement contrainte, cette sincérité choque, elle dérange. Mais elle révèle aussi une fracture intérieure profonde. La maternité, pour elle, n'est pas une continuité naturelle, c'est une rupture avec l'image de liberté qu'elle a incarnée malgré elle. Pendant ce temps, l'enfant grandit. Nicolas Charrier se construit dans un environnement éloigné de l'agitation médiatique. Son quotidien est volontairement protégé de la surexposition. Mais cette protection a un prix. La mère est absente, non pas par négligence ponctuelle, mais par choix de vie. Les rencontres sont rares, souvent maladroites. Le lien ne se consolide jamais. L'enfant apprend très tôt à composer avec ce vide. La fissure s'installe précisément là, dans cette distance prolongée. Elle n'est pas nourrie par des conflits ouverts, mais par l'absence de gestes simples, les appels qui ne viennent pas, les moments partagés qui n'existent pas, les souvenirs communs qui ne se créent jamais. Pour le fils, cette absence devient une donnée structurante. Elle façonne sa manière d'être, de se protéger, de se définir en dehors du nom maternel. La presse, elle, continue de raconter une autre histoire. Les années 1960 et 1970 sont celles de la glorification maximale. Bardot est décrite comme une femme entière, passionnée, engagée. Les récits familiaux restent marginaux, presque anecdotiques. Le public ne voit que la surface. Cette dissonance entre la réalité intime et la narration collective renforce la fissure, car ce qui n'est pas nommé n'est pas reconnu, et ce qui n'est pas reconnu finit par s'enquister.
Lorsque Bardot quitte le cinéma en 1973, beaucoup imaginent un retour à une vie plus apaisée, une réconciliation possible avec elle-même et peut-être avec son fils. Mais ce retrait n'est pas un mouvement de rapprochement, il s'agit d'un repli, d'un choix de survie personnelle. Bardot se détourne du monde du spectacle, mais elle ne se tourne pas vers la sphère familiale. Elle s'oriente vers une autre forme d'engagement, plus absolue, plus exigeante. La cause animale devient alors centrale. Elle structure ses journées, ses combats, son identité publique renouvelée. Cet engagement est total, parfois radical. Il offre à Bardot une cohérence que la célébrité avait fragmentée, mais il laisse peu d'espace à la réparation des liens passés. Le fils reste en périphérie. Le dialogue ne se rétablit pas. Le temps, loin d'atténuer la distance, la rend presque irréversible. Pour Nicolas, l'entrée dans l'âge adulte se fait dans ce contexte figé. Il porte un nom immense, mais refuse d'en faire un levier. Il choisit une existence discrète, presque effacée. Ce choix est souvent interprété comme une volonté d'indépendance. Il est aussi une stratégie de protection. Car comment exister face à une figure maternelle devenue mythe national ? Comment construire une identité personnelle sans être constamment renvoyé à une filiation écrasante ? Les rares déclarations publiques de Bardot sur la maternité ravivent régulièrement la douleur. Ces mots, francs, assumés, sont archivés, diffusés, commentés. Ils entrent dans la mémoire collective. Pour le fils, ils constituent une parole publique sur une relation privée. Une parole à laquelle il ne répond pas, non pas par indifférence, mais par fidélité à un silence qu'il a appris à habiter. La fissure atteint un nouveau seuil avec le passage du temps. La vieillesse, la fragilité, la conscience de la fin rendent certaines questions inévitables. Bardot évoque la mort, la solitude, le bilan d'une vie hors norme. Les observateurs se demandent ce qu'il restera d'elle au-delà de l'icône. La question de la transmission se pose, non seulement matérielle, mais émotionnelle. Le lien mère-fils, longtemps évité, devient central dans l'imaginaire collectif. C'est dans ce contexte que l'image d'un homme ému devant un cercueil prend une force particulière. Qu'elle soit réelle ou symbolique, elle condense des décennies de silence. Elle suggère que la distance n'a jamais totalement effacé le lien, qu'un attachement existait malgré tout. Cette émotion n'est pas d'une réconciliation tardive, elle est de la constatation irrévocable, celui d'un temps qui ne peut plus être rattrapé. La rupture n'est donc pas un événement isolé, elle est le produit d'un système, celui d'une célébrité précoce et envahissante, celui d'une société qui projette des rôles sans laisser la place au refus, celui d'une époque qui glorifie l'icône et néglige l'enfant. Bardot n'est ni coupable unique, ni simple victime, elle est le symptôme d'une tension plus large entre liberté individuelle et responsabilités affectives. Cette fissure transforme la lecture de toute son histoire. Elle oblige à regarder au-delà du mythe, à considérer les conséquences intimes d'une vie vécue sous le regard permanent des autres. Elle invite aussi à déplacer le regard vers celui qui est resté dans l'ombre. Le fils silencieux, souvent absent des récits, devient d'une figure centrale, non comme une victime spectaculaire, mais comme un témoin discret d'un pru rarement évoqué. À cet instant précis, la question n'est plus de savoir qui avait raison ou tort, elle est de comprendre comment une relation peut se dissoudre sans éclat simplement par accumulation de distance, et comment, au moment ultime, cette distance peut soudain apparaître dans toute sa brutalité. La fissure devient alors visible, non pour être réparée, mais pour être enfin reconnue. La vérité ne surgit pas toujours sous la forme d'une révélation brutale. Elle apparaît parfois dans les creux, dans les silences répétés, dans ce qui n'a jamais été dit. Pour comprendre la relation entre Brigitte Bardot et son fils, il faut abandonner l'idée d'un secret unique ou d'un événement décisif. La vérité, ici, est diffuse. Elle se situe à la croisée de plusieurs facteurs. Une époque, une personnalité hors norme, une célébrité écrasante et un enfant qui a grandi en marge de tout cela. Bardot a souvent été décrite comme une femme radicalement libre. Mais cette liberté a eu un coût psychologique considérable. Dès ses débuts, elle est façonnée par le regard des autres. On décide pour elle de ce qu'elle représente. On attend d'elle qu'elle incarne un idéal. Cette pression permanente finit par produire un sentiment d'étouffement. Bardot le dira elle-même, elle ne s'est jamais sentie maîtresse de son image. Elle l'a subie. Et dans ce contexte,
toute responsabilité affective supplémentaire devient lourde à porter. La maternité s'inscrit précisément dans cette zone de tension. Bardot ne la rejette pas par cruauté ou indifférence, elle la vit comme une dissonance profonde entre ce qu'elle est et ce que la société exige d'elle. À une époque où la parole sur le refus de la maternité est quasi inexistante, elle se retrouve seule avec ce malaise. Elle n'a pas les outils pour l'exprimer autrement que par la distance. Ce retrait, qu'elle choisit pour se préserver, devient pour son fils une blessure durable. La vérité se trouve aussi dans la psychologie de l'enfant devenu adulte. Nicolas Charrier grandit avec un double héritage. D'un côté, un nom mondialement connu, chargé d'images, de fantasmes, de jugements. De l'autre, une relation maternelle fragmentée, faite d'absence plus que de conflits. Cette combinaison produit un rapport complexe à l'identité. Nicolas ne peut ni se fondre dans le mythe, ni totalement s'en détacher. Il choisit alors une voie médiane, l'effacement. Ce choix n'est pas une fuite, il est une stratégie de survie. En refusant la médiatisation, Nicolas refuse aussi d'exposer une douleur qui ne lui appartient qu'à lui. Il protège ce qui reste d'intime dans une histoire déjà trop publique. Ce silence est souvent interprété comme de la froideur ou de l'indifférence. En réalité, il est l'expression d'un respect paradoxal. Respect pour une mère qu'il n'a jamais vraiment eue, mais dont il ne souhaite pas contester publiquement la trajectoire. La vérité réside également dans la temporalité. Bardot et son fils n'ont jamais évolué au même rythme. Lorsque l'enfant avait besoin d'une présence, la mère était absorbée par une célébrité dévorante. Lorsque la mère s'est retirée du monde, le fils avait déjà construit sa vie ailleurs. Le décalage est constant. Les fenêtres de réparation existent peut-être, mais elles ne coïncident jamais. Ce désalignement rend toute réconciliation durablement improbable. Il faut aussi interroger le rôle de la société et des médias. La France a longtemps projeté sur Bardot une image de femme absolue, libérée de toute contrainte. Cette image a laissé peu de place à la nuance. Reconnaître ses fragilités, ses limites, aurait fissuré le mythe. Le récit collectif a donc préféré ignorer la dimension familiale, la réduire à une note secondaire. Ce choix a contribué à maintenir la relation mère-fils dans une zone grise, hors champ. La vérité n'est pas non plus celle d'une mère indifférente à son enfant. Bardot n'a jamais nié l'existence de son fils, elle n'a pas cherché à l'effacer. Mais elle n'a pas su ou pas pu créer un lien conforme aux attentes sociales. Cette incapacité n'est pas un simple défaut individuel, elle est le produit d'une histoire personnelle marquée par une célébrité précoce, une exposition extrême et une solitude profonde. À mesure que le temps passe, cette vérité devient plus lisible. La vieillesse, la maladie, la conscience de la fin obligent à regarder en arrière. Bardot évoque la solitude, le sentiment d'avoir été incomprise, l'idée que sa vie a été plus subie que choisie. Dans ses paroles tardives, certains voient une justification, d'autres un aveu. Mais elles éclairent surtout un état intérieur, celui d'une femme qui a toujours été en décalage avec les rôles qu'on lui assignait. Pour Nicolas, la vérité est moins verbale. Elle se manifeste dans les gestes, dans les choix de vie, dans la constance du retrait. Il n'a jamais cherché à régler des comptes, il n'a jamais revendiqué une place dans le récit public. Ce silence, loin d'être vide, est chargé de sens. Il dit l'acceptation d'une histoire imparfaite, il dit aussi la lucidité face à ce qui ne peut être changé. Au cœur de ces silences se dessine une vérité plus large, presque universelle. La célébrité ne transforme pas seulement ceux qui la vivent, elle façonne aussi la vie de ceux qui gravitent autour. Les enfants de figures publiques héritent d'un poids qu'ils n'ont pas choisi. Ils doivent composer avec une image parentale fragmentée, souvent idéalisée, parfois contestée, mais rarement accessible. Dans ce contexte, la relation affective devient secondaire face au symbole. La vérité, enfin, c'est que cette histoire n'offre pas de résolution simple. Il n'y a pas de scène de réconciliation spectaculaire, pas de confession finale qui viendrait apaiser les consciences. Il y a une coexistence tardive, faite de reconnaissance tacite et de distance maintenue, une forme de paix imparfaite, construite sur l'acceptation plutôt que sur la réparation. En révélant ces mécanismes, cette histoire oblige à déplacer le regard, à cesser de juger en termes de faute ou de mérite, à comprendre que certaines fractures ne sont pas le résultat d'un choix unique, mais une accumulation de contraintes, de malentendus et de temporalités incompatibles. La vérité n'est pas confortable, elle est nuancée, elle laisse subsister des zones d'ombre. Et c'est précisément dans ces zones que se joue l'essentiel, car derrière chaque icône se cache une vie ordinaire, traversée de limites et de contradictions, et que derrière chaque silence familial se trouve souvent une vérité trop complexe pour être résumée en quelques mots.
La fin d'une histoire comme celle-ci ne se referme jamais complètement. Elle ne propose ni conclusion nette, ni réconciliation spectaculaire. Elle laisse une impression diffuse, presque inconfortable, comme une phrase interrompue. Lorsqu'on observe le parcours de Brigitte Bardot, on comprend que la légende n'a jamais été un refuge. Elle a été un rôle, parfois un masque, souvent une armure. Et comme toute armure, elle a protégé autant qu'elle a isolé. Bardot est entrée dans l'histoire comme un symbole de liberté absolue. Une femme qui a refusé les compromis, les normes, les injonctions. Cette posture a inspiré des générations entières, mais elle a aussi produit une solitude profonde. Car refuser les rôles imposés, c'est parfois se retrouver sans langage commun avec ceux qui, eux, attendent autre chose. Dans sa vie intime, cette rupture avec les attentes sociales a laissé des traces durables. Le lien avec son fils n'a jamais été rompu par la violence ou la peine. Il s'est simplement effiloché avec le temps, lentement, sans éclat. Ce type de distance est souvent plus difficile à surmonter qu'un conflit ouvert. Il ne laisse pas de place au pardon spectaculaire. Il n'offre pas de scène de résolution. Il impose une acceptation silencieuse. Et c'est peut-être là que réside la dimension la plus tragique de cette histoire. Pour Nicolas Charrier, la vie s'est construite en dehors du récit national. Il n'a jamais revendiqué le statut d'héritier symbolique. Il n'a jamais cherché à corriger l'image publique de sa mère. Son choix de discrétion n'est pas une absence de position, c'est une position en soi. Une manière de dire que certaines histoires n'appartiennent pas au débat collectif, qu'elles doivent rester dans la sphère du non-dit, même si ce non-dit est lourd à porter. La fin ouverte de ce récit pose une question essentielle. Faut-il absolument réparer pour avancer, ou peut-on vivre avec des fractures non résolues ? Dans l'imaginaire collectif, la réconciliation est souvent présentée comme une nécessité morale, mais la réalité humaine est plus nuancée. Certaines blessures ne se referment pas, elles s'intègrent, elles deviennent une part de l'identité, et apprendre à vivre avec elles peut être une forme de sagesse. Le prix de la légende apparaît alors clairement. La célébrité n'est pas seulement une accumulation de privilèges, elle est une transformation radicale de tous les liens. Elle modifie la manière d'aimer, d'être aimé, de transmettre. Les enfants des figures mythiques héritent d'un récit qui ne leur appartient pas. Ils doivent composer avec une image parentale qui dépasse la relation privée. Ce décalage crée une solitude spécifique, rarement évoquée, souvent minimisée. Dans le cas de Bardot, cette solitude est double, celle d'une femme qui n'a jamais trouvé sa place dans les rôles traditionnels et celle d'un fils qui n'a jamais pu occuper pleinement la sienne. Aucun des deux n'est entièrement coupable, aucun n'est totalement innocent. Leur histoire échappe au jugement simple. Elle oblige à penser autrement la notion de responsabilité affective, surtout lorsqu'elle se confronte à une existence hors norme. La fin ouverte de ce récit agit comme un miroir. Elle renvoie chacun à ses propres attentes, à ses propres silences. Elle rappelle que la célébrité, aussi éclatante soit-elle, ne protège pas des manques fondamentaux. Elle peut même les amplifier. En exposant tout, elle rend certaines choses impossibles à vivre normalement. Et ce qui n'a pas été vécu à temps ne peut pas toujours être reconstruit plus tard. Il reste alors une forme de transmission indirecte, pas celle des mots ou des gestes partagés, mais celle d'une leçon plus large, presque morale. La liberté a un coût, la légende aussi, et ce coût est souvent payé par ceux qui n'ont rien demandé. Les enfants, les proches, les figures secondaires d'une histoire devenue collective. Cette histoire ne se termine donc pas par une réponse définitive. Elle laisse une question suspendue, comme un écho à celle posée au début. La gloire est-elle une bénédiction ou une condamnation pour ceux qui l'héritent sans l'avoir choisie ? Peut-être est-elle les deux à la fois, un héritage ambivalent, fait de lumière et d'ombre, de fascination et de manque. En refermant ce récit, une certitude demeure. Derrière chaque icône se cache une humanité fragile. Derrière chaque silence familial, une complexité que le regard extérieur ne peut jamais totalement saisir. Et parfois, la vérité la plus juste n'est pas celle qui explique tout, mais celle qui accepte de laisser certaines choses ouvertes, parce que c'est ainsi que la vie se transmet, incomplète, contradictoire, profondément humaine.